comme vous savez, le lupus érythémateux systémique est une maladie auto-immune chronique et complexe. Elle a connu ces dernières décennies une révolution concernant le traitement suite à l'avènement des traitements biologiques, avec donc le développement de nouveaux objectifs thérapeutiques, notamment la rémission ou le faible niveau d'activité de la maladie, et ceci dans le cadre d'une nouvelle stratégie thérapeutique qui est la ristothérapie. Il a aussi connu une évolution des critères de classification suite à la validation des nouveaux critères ACR-ELAR 2019. Donc, ces critères ayant la particularité d'acquérir un critère obligatoire d'entrée qui est un taux d'anticorps antinucléaires positif au moins à 1 sur 80. Il comprend donc 21 critères dans 7 domaines cliniques et 3 sérologiques avec une très bonne sensibilité et spécificité. Pour les domaines cliniques, l'atteinte articulaire, le lupus articulaire dans cette classification, elle est pondérée à 6 points et elle est définie par 2 ou plus articulations unifiées ou bien 2 articulations douloureuses au moins avec une raideur matinale supérieure à 30 minutes. La pathologie est classée lupus systémique si le score est supérieur ou égal à 10 avec les critères bancaires. Quant aux lupus articulaires dans la littérature, malgré que les manifestations articulaires du lupus sont assez fréquentes, il arrive jusqu'à 92% chez les patients, mais les publications scientifiques sont réduites par rapport au lupus rénal ou le neurolupus, et ceci peut être expliqué vu que le lupus articulaire ne met pas en jeu le pronostic vital des patients, mais sachez qu'il altère de façon très importante la qualité de vie des patients lupus. Le lupus articulaire peut se manifester soit par des arthralgies inflammatoires, par une polyarthrite non érosive, par un rhumatisme de Charcot, plus rarement par une polyarthrite érosive infraradiologique ou bien par un syndrome de Rifus. Pour mieux établir une prise en charge thérapeutique adéquate du lupus articulaire, on va essayer de répondre à ces différentes questions. La première question, quels sont les moyens d'évaluation de l'activité du lupus articulaire? Donc, depuis les années 80, comme vous savez, il y a des indices qui sont établis pour évaluer l'activité de la maladie lupus. Il y a des indices spécifiques d'organes tels que le Bilac Index, autres qui sont des indices globaux tels que le SLEDAI et le CLAM. Mais ces deux types d'indices, donc l'attente articulaire, elle est évaluée de façon globale, soit dans le cadre de différentes manifestations cliniques du lupus, ou bien comme dans le TILAC, dans le domaine musculo-squelettique. C'est pour cela que certains auteurs ont essayé donc d'utiliser des indices validés pour la polyarthrite rhumatoïde pour évaluer l'attente articulaire du lupus. Il s'agit d'une cohorte incluant des patients suivis pour lupus ayant au moins une articulation douloureuse. Ils ont utilisé donc le compte articulaire, le DAS28, et ils ont calculé aussi le SLEDAI, et ils ont compris que le compte articulaire et le DAS28 ils identifient plus d'atteinte articulaire par rapport au SLEDAI, et de ce fait, donc, ils peuvent être utilisés pour évaluer l'attente articulaire du lupus. La deuxième question, quels sont les objectifs thérapeutiques? Vu que les nouvelles stratégies thérapeutiques plus tard ont amélioré la gestion de plusieurs maladies inflammatoires chroniques, un groupe expert en lupus en 2012 a développé des objectifs bien définis de la faible activité de la maladie ou bien de la rémission complète qui est définie par un clinical score SLEDAI à 0, la négativation de l'activité sérologique de la maladie lipide, une évaluation globale du patient par le médecin inférieur ou égal à 0,5, l'arrêt de toute corticoïde, le maintien des antipallidiens de synthèse et donc l'arrêt de tout traitement immunosuppresseur. La troisième question, quels sont les moyens thérapeutiques du lupus articulaire? Il existe plusieurs volets thérapeutiques. Il y a les mesures générales, des traitements généraux, des traitements locaux et des traitements physiques. On va commencer par les mesures générales. Donc, ils sont indiqués pour tout patient atteint de lupus. C'est la protection solaire, la prévention de l'athérosclérose, et contraception efficace,
mettre à jour le calendrier vaccinal, une supplémentation en vitamine D avec des objectifs thérapeutiques jusqu'à 100 nanogrammes par millilitre, la prévention et le traitement d'une éventuelle ostéoporose associée, le dépistage des anticorps antiphospholipides et la prise en charge de la fibromyalgie s'il existe. Passons maintenant aux traitements généraux du lupus articulaire. Donc, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont fréquemment utilisés et ceci donc vu leur efficacité qui est prouvée par certaines études. Mais sachez que chez les patients lupiques, ils exposent à plus de complications rénales, digestives, cardiovasculaires et de méningite aseptique. Par conséquent, ils augmentent le risque de mortalité. C'est pour cela que ces anti-inflammatoires sont déconseillés en cas d'atteinte grave du lupus, c'est-à-dire en cas d'atteinte rénale, neurologique et vasculaire, et en cas de prescription, donc il faut surveiller de façon attentive leur tolérance. Et sachez que l'ibuprofène, il est contre-indiqué en cas de lupus, vu le risque de méningite aseptique. On ne peut pas donc parler du traitement du lupus articulaire sans parler du corticoïdes qui ont un effet anti-inflammatoire très puissant. Ils sont largement utilisés vu leur efficacité. Ils sont habituellement prescrits à une dose qui varie entre 5 mg par jour et parfois jusqu'à 0,5 mg tous les jours en cas de poussée polyarticulaire du lupus. Mais sachez que ces glucocorticoïdes sont utilisés avec prudence. Dans cette cohorte incluant 230 patients suivis pendant 5 ans, ils ont mesuré le damage lié à la corticothérapie et ils ont trouvé que 38% de ces patients ont des gamètes et la dose pourvoyeuse de ces gamètes est supérieure à 7,5 mg par jour, alors que les faibles doses inférieures à 7,5 mg et l'évolution de solimidrol ne sont pas associées à ces gamètes. De ce fait, dans cette revue récente de la littérature publiée en 2020, les auteurs de cette revue, donc, ils proposent cet protocole pour le traitement du lupus articulaire par les glucocorticoïdes. Pour les polyarthralgies, les oligoarthrites, ils préconisent une faible dose de prednisone une fois orale entre 2,5 à 7,5 mg par jour, progressivement diminuée sur 1 à 2 semaines jusqu'à la dose de 2,5 mg. Et pour les polyarthrites, ils préconisent donc des mini-bolus de solimidrol pendant 3 jours, puis relais progressivement de la voie orale et la diminution de la dose. L'hypolyse de solimidrol peut être répétée en cas de besoin à 2 ou à 4 jusqu'à 4 semaines. Maintenant, donc, quant au hydroxychloroquine, c'est la pierre angulaire du traitement du patient lupus. Et ceci, selon cette revue systématique de la littérature, les effets bénéfiques prouvés en diminuant l'activité de la maladie, qui diminue le risque de poussée, le risque de damage, diminue les doses de corticoïdes, le risque de mortalité, de thrombose, d'infection sévère. Il améliore donc le bilan métabolique, donc diminue les dyslipidémies, les diabètes, le risque cardiovasculaire et diminue même la auto-immunité. Pour le lupus articulaire, j'ai trouvé cette cohorte publiée donc, en 1994, contrôlée randomisée, qui a inclus des patients lupus. Ils ont divisé les patients en 2 groupes, un groupe recevant l'hydroxychloroquine versus un groupe recevant le placebo pendant 48 semaines et ils ont conclu à une diminution significative du nombre d'articulations douloureuses et des articulations tuniquées, mais pas de rémission de l'atteinte articulaire et ceci rejoint l'effet potentiellement symptomatique des antipallidiens de synthèse. Maintenant, la question qui se pose, l'hydroxychloroquine dans le lupus articulaire et dans toutes les formes de lupus, pour quelle durée? Selon cette cohorte rétrospective qui a inclus donc 2 patients qui sont diagnostiqués comme lupus érythémateux systémique, le groupe 1, il était observant pour l'hydroxychloroquine à une dose entre 200 et 400 mg par jour, et le groupe 2 qui est maintenant observant à l'hydroxychloroquine, ils ont donc suivi ces patients, donc le suivi de ces patients jusqu'à 2 ans et l'évaluation du nombre de décès dans chaque groupe. Les causes de décès inclus sont liées à la maladie lupus. Et comme vous voyez, donc le groupe contrôle qui est mal observant à l'hydroxychloroquine avait
des taux de mortalité significativement plus élevés par rapport au groupe qui prend de façon régulière l'hydroxychloroquine. Et de ce fait, actuellement, l'hydroxychloroquine est indiquée pour une durée indéfinie dans le mucus. Mais comme tout médicament ayant ses effets bénéfiques, il a aussi ses effets secondaires. La complication la plus redoutable avec l'hydroxychloroquine, c'est la complication ophtalmologique, la rétinopathie pigmentaire, qui est le plus souvent intraclinique. Et selon de l'Académie américaine d'ophtalmologie, les facteurs de risque de cette rétinopathie, c'est la dose quotidienne supérieure à 400 mg ou bien supérieure à 6,5 mg tous les jours, la dose cumulée supérieure à 1000 g, la durée de traitement supérieure à 5 ans, la suffisance rénale ou hépatique, l'âge supérieur à 60 ans et les antécédents de pathologie rétinienne ou de maculopathie. Et selon les nouvelles recommandations de cette Académie américaine d'ophtalmologie, la dose d'hydroxychloroquine non toxique doit être inférieure ou égale à 5 mg kg. La question qui se pose, est-ce que la faible dose d'hydroxychloroquine est-elle aussi efficace que la dose habituellement utilisée dans le mucus, qui est le 6,5 mg d'hydroxychloroquine? Donc, cette cohorte rétrospective a essayé de répondre à cette question. Elle a inclus des patients suivis pour lupus érythémateux systémique initialement traités par la forte dose, donc 6,5 mg tous les jours. Suite à la publication d'une nouvelle recommandation de l'Académie américaine, ils ont diminué les doses d'hydroxychloroquine chez ces patients à 5 mg kg jour. Ils ont évalué ces patients tous les 6 mois pendant 2 ans et ils ont conclu qu'il n'existe pas de différence significative à court et à moyen terme pour les deux doses. Maintenant, quel bilan à faire pour dépister cette rétinopathie inflaclinique? Donc, le bilan de référence doit inclure un examen ophtalmologique avec un point d'œil, un champ visuel, ERG ou bien un OCT. Ce bilan doit être répété après les 5 ans d'exposition de façon annuelle. Et chez les patients ayant déjà une anomalie dans le bilan de référence, le bilan doit être répété de façon annuelle. Donc, pour le lupus articulaire, donc, je vais parler du méthotrexate, puis donc leur efficacité sur notamment l'atteinte articulaire pour la polyarthrite rhumatoïde. Donc, dans cette étude, il s'agit d'une cohorte rétrospective incluant des patients résistants à l'hydroxychloroquine et aux glycocorticoïdes pris pendant 6 mois. Ils ont donc les répartis en 2 groupes. Un groupe qui a continué le même traitement et le deuxième groupe, on a ajouté le méthotrexate à 15 mg par semaine pendant 6 mois. Et le résultat de cette étude, c'est une réduction significative du nombre d'articulations douloureuses utilisées de moins 60% sur 6 mois pour le groupe méthotrexate. Il y a aussi une réduction des doses de glycocorticoïdes et la diminution significative du score SLEDAI. Ainsi, maintenant, donc, le méthotrexate dans le lupus articulaire, il est indiqué en deuxième intention pour les formes articulaires résistantes à l'association hydroxychloroquine-glycocorticoïde ou bien corticodépendante. De même, l'azathioprine, comme vous savez, c'est un traitement d'entretien au cours d'une néphropathie lipique. Il est utilisé à une dose maximale de 2,5 mg tous les jours. Pour le lupus articulaire, il a prouvé sa efficacité plus proche du méthotrexate et trouve sa meilleure indication chez les femmes enceintes. Quant au cyclophosphamide et le mycophénolate mofétyle, qui sont les deux traitements d'induction au cours des néphropathies lipiques, ces deux molécules dans cet essai clinique, ils ont comparé l'effet de ces deux molécules chez des patients ayant une néphropathie lipique. Ils ont évalué l'efficacité articulaire et ils ont le résultat de cette étude, c'est une amélioration de 85% dans le groupe MNF du score du LAG et de 91% dans le groupe cyclophosphamide. Et donc, les deux molécules sont efficaces sur le lupus articulaire. Pour l'MNF, donc, il était essayé même chez des patients n'ayant pas une néphropathie lipique et il a montré son efficacité.
Maintenant, la meilleure compréhension de la physiopathologie du lupus érythémateux systémique a permis l'émergence de thérapies qui ciblent le système immunitaire inné, le système immunitaire adaptatif et les voies de signalisation intracellulaire. Le premier biologique approuvé et qui a l'AMM dans le lupus, c'est le belimumab. C'est un anticorps monoclonal immunisé anti-B lympho-stimulated qui intervient dans la différenciation et la survie de lymphocytes B. Il est indiqué maintenant pour le lupus extrarénal actif résistant aux immunosuppresseurs synthétiques à la dose de 10 mg pilou toutes les 4 semaines en perfusion intraveineuse, et ceci suite au succès de 2 essais randomisés contrôlés par placebo en phase 3, le GLIS 52 et le GLIS 67. Et sachez que la forme sous-cutanée de 100 mg tous les 4 semaines, elle est en cours d'évaluation. Voici les résultats combinés des deux essais randomisés contrôlés. Comme vous voyez, une différence significative entre le placebo et le belimumab était objectivée pour les deux domaines musculo-squelettiques des GULAG et le domaine titanium, mais pas pour les autres domaines de l'atteinte systémique du lupus. Pour le rituximab, c'est un anticorps anti-CD20. Il était aussi essayé pour le lupus. Sachez qu'il y a 2 grands essais randomisés contrôlés par placebo. La première, l'étude Explorer, qui destinée pour les patients n'ayant pas une néphropathie lipide ni atteinte du système nerveux central, et l'étude Lénard qui a évalué des patients ayant une néphropathie lipide, et les 2 études n'ont pas atteint le critère de jugement principal. Mais vu que plusieurs études observationnelles ont montré un bénéfice du rituximab dans le lupus rénal et non rénal, il est ainsi indiqué dans le lupus articulaire associé au lupus rénal réfractaire aux immunosuppresseurs, y compris le cyclophosphamide. J'ai trouvé donc pour le lupus articulaire autres traitements biologiques essayés, tels que le tocilizumab. L'essai clinique est en phase 1. Elle a inclus des patients ayant un lupus extrarénal modéré résistant à l'association glucocorticoïde immunosuppresseur. Les résultats étaient favorables pour l'atteinte articulaire, mais au dépend d'une neutropénie qui est objectivée jusqu'à 56% des patients. L'abatacept aussi, il était essayé pour le lupus non sévère extrarénal à la dose de 10 mg par kilo, et les résultats étaient favorables pour le lupus articulaire et pas pour les autres domaines du lupus. Autre biologique en cours d'évaluation dans le lupus articulaire et le lupus non sévère, c'est l'anifrolumab. C'est un anticorps monoclonal immunisé de type IgG1, antirécepteur type 1 de l'interféron. L'essai clinique Philippe 1, elle a des résultats favorables en phase 2B pour le lupus cutané et pour le lupus articulaire. Et des résultats seront prochainement donc publiés pour la phase 3. Autre biologique, l'istupinumab, c'est un anticorps monoclonal anti-IL-12, anti-IL-23, qui est essayé pour le psoriasis et le lupus. L'essai clinique est en phase 2, en cours, et les résultats sont favorables pour le lupus articulaire et pour le lupus cutané. Les anti-JAK aussi essayés dans le lupus non sévère cutané cutané ou articulaire. Les résultats sont favorables en phase 2, donc pour le lupus cutané articulaire avec rémission de 67% des articles. Donc, pour les traitements, donc, locaux, je n'ai pas tout à dire. Donc, c'est une infiltration locale de corticoïdes peut être indiquée ici, monoarthrite chronique, non infectieuse, touchant une grosse articulation et résistante au traitement général. Et pour les traitements physiques, la rééducation fonctionnelle peut avoir un but de physiothérapie antalgique pour prévenir une éventuelle raideur articulaire ou une atrophie musculaire. Et en cas de rhumatisme de Jacou, on peut prescrire les orthèses et une consultation ergothérapie. Maintenant, les recommandations en pratique pour le lupus articulaire. Voici donc les fameuses recommandations ELAR 2019 pour la prise en charge du lupus extra-rénal. Comme vous voyez,
Donc, les nouveaux objectifs thérapeutiques, c'est la rémission ou la faible niveau d'activité de la maladie. Les mesures générales que j'ai déjà mentionnées. L'hydroxychloroquine, c'est le pilier de traitement du lupus extrarénal, donc dans toutes ses formes. Pour un lupus articulaire, en plus des mesures générales et de l'hydroxychloroquine, avec donc un SLEDAI inférieur ou égal à 6, un bilaxé et inférieur ou égal à un critère D, on peut prescrire les glycocorticoïdes par voie orale ou en IM. Et si échec, on peut associer le méthotrexate ou bien l'azathioprine. Pour le lupus articulaire, entrant dans le cadre d'un lupus modéré avec des arthrites proches de la polyarthrite hématoïde, avec un SLEDAI entre 7 et 12, un score BILAG supérieur ou égal de critère B, les glycocorticoïdes en premier lieu, ensuite, si échec, le méthotrexate et l'azathioprine. Si échec ou intolérance, on peut associer le belimumab. Donc, le belimumab, il est toujours en association avec un immunosuppresseur. Et en dernier lieu, aussi le MMF. Et si le lupus articulaire entre dans le cadre d'un lupus sévère avec un SLEDAI supérieur ou égal à 12 ou bien supérieur ou égal à 1 critère du LAG A, dans ce cas, le méthotrexate et l'azathioprine n'ont pas de classe, c'est la classe du glycocorticoïde, de l'MMF, du cyclophosphamide et en dernier lieu, c'est le rituximab. Donc, pour conclure, le lupus articulaire est une manifestation systémique très fréquente autour de lupus érythémateux systémique. Elle altère profondément la qualité de vie des patients handicapés. Actuellement, il y a une nouvelle stratégie thérapeutique, le Fit Target, avec des nouveaux objectifs thérapeutiques, la rémission complète ou la faible niveau d'activité de la maladie. L'hydroxychloroquine, elle est systématique chez tout patient lipide sauf en cas de contre-indication. Elle impose un suivi ophtalmologique et peut-être prochainement un suivi de l'observance thérapeutique par le dosage sérique de l'hydroxychloroquine. Les glycocorticoïdes en cas de lupus articulaire doivent être prescrits à une dose la minimale possible pour équilibrer avec dépression. Sinon, l'iboline, méthylprednisolone en amputation, le méthotrexate, l'azathioprine en deuxième intention, le belimumab en troisième intention et les autres traitements immunosuppresseurs aussi associés au lupus articulaire associé à une atteinte rénale du lupus. Et merci pour votre attention. Merci, Dr. Pi, pour cette belle mise au point et le bon respect de la plage horaire. Et je passe la parole à la salle pour d'éventuelles questions. Dr. Hamza. Merci pour cet exposé très intéressant. Je dois dire que la manifestation articulaire du lupus, en général, les formes articulaires ne posent pas du tout de problème, sauf quand il y a un rhumatisme digestif. Je vous avoue que les quelques malades que j'ai avec un rhumatisme digestif dans le cadre d'un lupus, ou même dans d'autres cadres, j'ai beaucoup de mal à les améliorer, malgré toutes les thérapies. Avez-vous une idée sur le mécanisme de ce rhumatisme digestif? Parce qu'il n'y a pas de destruction osseuse, c'est une atteinte périarticulaire qui détruit les tendons et qui donne ces déformations sans érosion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on a une monoarthrite dans le cadre d'un lupus, il faut faire très attention parce que ça peut être une arthrite septique. Le lupus favorise les infections. Troisièmement, pour les anticoaguliens de synthèse, j'ai vu que vous avez dit que le risque de rétinopathie est faible. Je ne sais pas s'il est mieux quand on donne une dose inférieure à 5 mg. Il est très faible. Et la dose cumulée qu'il faut dépasser est de l'ordre de 2 mg. Pour poursuivre sur le plan ophtalmologique, dans le temps, on disait tous les 6 mois. Maintenant, c'est tous les ans. C'est très important. Et le deuxième point, l'autre point que je voudrais que
préciser, bien préciser, est-ce qu'on peut se passer de l'électroélectrogramme en demandant seulement l'OCT? C'est-à-dire, on me demande un fond d'œil, un champ visuel et OCT. Parce qu'on a du mal avec les électroélectrogrammes, souvent les appareils, les ophtalmos sont en panne. Merci de répondre. Donc, pour l'Académie américaine, donc, les nouvelles recommandations, c'est l'association des trois explorations. Les trois explorations. Donc, le fond d'œil, avec le champ visuel, avec le fond d'œil, et le RG et le CD. Trois examens ophtalmologiques avec le champ visuel, et donc le RG et le CD. Oui. C'est Je pense qu'il faut obligatoirement avoir un fond d'œil, un champ visuel automatisé, et soit un ERG, soit un OCT, soit une fluorescéine. Je pense qu'on peut faire le tout en même temps pour suivre quand même. C'est toujours. Mais il faut choisir l'une des trois pour un suivi. Initialement, à 5 ans, puis tous les ans, sauf bien sûr malade à risque. Voilà. Juste un commentaire sur le coût de ces examens. Hein. Si on doit les répéter tous les ans, je rappelle qu'un ERG multifocal, c'est plus de 300 dinars et que tout le monde ne s'en est pas pris en charge par la CNAM et que ça pose un problème en pratique de demander ces examens avec la fréquence qui est recommandée. Là, on le fait tous les 2 ou 3 ans, mais tous les ans, les gens le suivent pas. Après, il est 5 ans. Donc, il doit être fait de façon annuelle. La rétinopathie, donc, si elle est en place, donc, elle ne peut pas repousser. Donc, c'est définitif. Est-ce que la CNAM donne l'accord pour le MMF, pour le lupus articulaire, sans agent rénal? L'MMF est la prise en charge par la CNAM. Pour le lupus articulaire. Je pense qu'on traite des malades avec un intérêt, avec des produits. On remarque un effet sur la tête articulaire. Donc, c'est une constatation dans les études destinées pour les malades lourds quand même. Ce pas des malades qu'on va mettre pour la tête articulaire. Corrigez-moi si j'ai mal compris. Sur les 12 ans de plaquenil, il faut être avec une dose minimale efficace inférieure à 5 mg, c'est ça? Pour une durée indéfinie. Deux petites remarques pour les jeunes, quand on prend en charge les plus, avant d'installer une corticothérapie, il faut absolument faire le bilan de la maladie. Une maladie polymorphe avec plusieurs facettes, pour ne pas passer à côté d'une atteinte rénale, par exemple, on a les masqués par une corticothérapie abusive. Et avant de conclure un échec du plaquenil, il faut bien sûr s'inquiéter sur l'observance de cette molécule. On a été montré qu'il y a beaucoup de malobservance de la prise du plaquenil. Certains proposent le dosage, mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement. Oui, il y a beaucoup d'appréhension. Les gens ont peur de la toxicité oculaire, et même quand on demande tous les ans un ERG, ça ne fait qu'augmenter la psychose des femmes quand on du risque donc, de l'atteinte rénale. Voilà, donc merci pour l'assistance, la présence, pour les orateurs, pour les présentations, et on vous invite tout de suite à la pause café. Et merci.